Si je suis auteur, un des enjeux principaux est que vous alliez au bout de l'œuvre. Pour faire le poisson, rien de tel dans l'histoire qu'une enquête à mener, un objet à retrouver, un coupable à démasquer, un mystère à résoudre. L'énigme occupe une place de choix dans le récit, qu'il soit littéraire, cinématographique ou vidéoludique. Cela pousse le lecteur, spectateur, joueur à avancer dans l'histoire en même temps que le personnage, pour savoir de quoi il en retourne. Et généralement, plus elle est complexe, riche en péripéties et rebondissements, et plus l'on est content. Et il y a The Witness, un jeu de Jonathan Blow sorti en 2016. C'est aussi un jeu d'énigmes, de labyrinthes, de puzzles. Sauf que dans ce jeu, résoudre les énigmes ne suffit peut-être pas. Que faut-il savoir et savoir faire avant de jouer à The Witness ? Il faut savoir comment se diriger dans un jeu vidéo à la première personne, c'est-à-dire presser les flèches directionnelles pour se déplacer et déplacer la souris pour diriger le regard. Alors si cela vous semble d'une évidence telle que vous songez déjà à arrêter le visionnage, demandons-nous alors comment nous savons cela. Nous le savons parce qu'on l'expérimente dans nombre de jeux au fonctionnement similaire, et parce que quelqu'un ou quelque chose nous l'a montré la première fois. C'est un automatisme qui a été intégré, une règle qui est toujours la même, mais c'est une règle cohérente. On presse la flèche pour se déplacer, et le curseur se déplace proportionnellement aux directions et vitesses de la souris. Touche et souris suggèrent leur utilisation par leur conception même. Ils présentent donc ce qu'on appelle une affordance, petit mot que je glisse dans ma besace. Le principe de The Witness est de déambuler sur une île déserte, où se trouvent des dizaines de petits panneaux lumineux, ayant chacun au moins un départ et une sortie. Si l'on entre un chemin particulier, on obtient l'allumage d'un nouveau labyrinthe. Voilà, il n'y a rien à ajouter à cela. On a peine à imaginer quelque chose de plus simple. Nous débutons dans un tunnel clos. Naturellement, on avance vers le panneau lumineux, premier exemplaire des puzzles à résoudre. Et il s'est déjà passé plusieurs choses essentielles. Le jeu vient, par le biais d'une affordance, suggérer son utilisation, en nous proposant une direction par la construction de son espace, puis en nous apprenant à résoudre les puzzles par l'observation et la ressemblance avec ce que l'on sait déjà faire avec la souris. Ensuite, le jeu nous met face à un problème facile à résoudre parce qu'au nombre de solutions volontairement très limité. La proposition du joueur la plus évidente est la solution. Or, la règle régissant le puzzle ne change pas d'un panneau à l'autre. Cela nous permet donc de faire des prévisions et d'engranger des connaissances sur le monde, sur lequel nous pourrons donc désormais nous baser. Le joueur peut donc déduire la règle du puzzle de ces cas simples pour la tester ensuite dans des problèmes de plus en plus complexes, et ainsi comprendre le mécanisme de l'énigme. Ainsi, on se concentre sur la recherche du percement de l'énigme plutôt que sur une difficulté technique de cette réalisation. Le jeu transmet donc une idée, une loi de résolution, et non une solution ponctuelle. On a compris plutôt que trouvé. Ces puzzles que l'on voit absolument partout peuvent se classer en plusieurs catégories. La première est le puzzle autologique, qui ne peut être résolu qu'en comprenant la règle qui le régit. Quelques minutes plus tard, le jeu nous amène à un deuxième type de puzzle, le puzzle hétérologique, parce que la loi qui le régit ne peut pas être comprise en restant dans les limites du cadre du panneau, mais requiert nécessairement l'observation du décor où est situé ce panneau. Et c'est là qu'intervient l'importance architecturale de l'île, qui n'est plus simplement présente pour créer un cadre sympathique entre deux puzzles. Le jeu prend alors une autre dimension, une dimension paradoxale, car l'île devient duel, à la fois univers et détail, porteur physique du panneau d'énigmes, et indice qui permet de le résoudre. Ce décor est assez paradoxal en lui-même. Plusieurs biomes accolés, sertis de détails intrigants comme des traces en ruine de différentes civilisations et d'habitations personnelles, le tout sans aucune explication que celle que l'on peut, en tant que joueur, supposer en promenant notre avatar muet. Les seules voix que l'on entendra seront celles d'enregistrements audio cachés un peu partout, des citations de penseurs orientaux et occidentaux de toutes époques qui peuvent s'opposer. In the traditional view, a person is free. En effet, nous entendons des scientifiques qui refusent la croyance, quelle qu'elle soit sa source, pour la connaissance. Nous entendons des théologiens qui ont foi en quelque chose de plus grand que l'homme, qui soit également un sens de la vie.
Il y a des philosophes qui tentent de résoudre des questions qui ne relèvent pas de la science, les questions métaphysiques, mais démontrées avec des raisonnements valides et non en faisant appel à la croyance. Ces trois matières ont en commun le but de décrire et de comprendre l'univers, et pour cela, il faut commencer par l'observer et faire de l'intelligence. Or, c'est exactement ce que demande The Witness pour être joué. Observer, formuler une hypothèse sur la règle du jeu, vérifier cette hypothèse et recommencer, et ce de façon plus visible qu'un autre jeu vidéo. De là à dire que jouer à The Witness, c'est faire de la science, de la philosophie ou de la théologie, il n'y a qu'un pas, mais on le franchira un peu plus tard. La première fois que vous trouvez les enregistrements, vous n'allez pas trouver beaucoup de réponses, mais si vous continuez à chercher, vous serez peut-être capable de comprendre de quoi il en retourne. De plus, outre le fait de nous apprendre à le résoudre, le jeu encourage l'essai, car il ne nous punit pas d'essayer. Au contraire, la mécanique du bâton punitif ne se trouve, et rarement, que durant les premières heures de jeu, et seulement pour décourager les méthodes brutales de résolution qui consisteraient à tester exhaustivement et comme un gros bourrin les chemins jusqu'à trouver le bon sans avoir besoin de comprendre la règle. Ainsi, le joueur est guidé vers le processus de réflexion, sans s'échouer dans une impasse intellectuelle. Le joueur apprend à apprendre. The Witness encourage également la curiosité, en laissant le joueur errer librement dans son monde et découvrir, en plus du contenu ludique que sont les panneaux et les enregistrements, des détails simplement jolis, amusants ou intrigants. Ce monde est dense, assez limité en taille mais aisément cartographiable, ce qui nous permet vite de savoir où l'on est et comment aller où l'on veut, ce qui donne une grande sensation de liberté malgré l'isolement psychologique et géographique. D'un autre côté, le jeu semble toujours avoir un temps d'avance sur nous, tant en niveau de la construction des puzzles que de celle du décor. Ainsi, il existe des séries de puzzles quasiment identiques où la solution précédente devient une fausse piste, ou alors on peut trouver des maquettes et esquisses de l'île réalisées par un précédent occupant des lieux, signe que nous ne sommes en aucun cas le premier explorateur de l'île. Cette sensation de liberté est donc vite remise en question, d'une part par l'impossibilité de quitter l'île, mais aussi par cet aspect contrôlé, voire déterminé de notre présence. Il n'y a rien d'aléatoire. Lorsque vous voyez quelque chose à un certain endroit, cela semble intentionnel, et cela donne une impression d'attention à tout l'endroit. Lorsque quelque chose attrape votre regard, vous sentez que c'était prévu pour attraper votre regard de cette façon. Et c'est le moment de faire un parallèle. Paru en 1940, L'invention de Morel d'Adolfo Bioy Casares est le récit testamentaire d'un homme victime d'une erreur judiciaire. Il se cache sur une île secrète et isolée où se trouvent des installations en ruine. Un hôtel-musée, un moulin, un souterrain avec une usine, des pâturages d'été, d'automne, d'hiver qui se succèdent à la hâte, peuplés de gens qui sont complètement insensibles à la présence du narrateur parmi eux. Cette invention du titre, c'est un cinématographe ultime, une machine qui, pour enregistrer et diffuser une copie parfaite en tout point du modèle, détruit l'original. Ce lien littéraire peut interroger le joueur sur ce qu'il voit dans l'île et devine de son histoire. Ce n'est pas notre sensibilité projetée dans notre perception qui nous permet de distinguer une volonté derrière les formes, mais peut-être la transcendance du créateur de l'île, quel qu'il soit. De plus, l'histoire de cette reproduction dans L'invention de Morel interroge notre affect quant à l'objet du jeu et les objets dans le jeu. Si cette invention reconstruit affectivement une copie parfaite, Walter Benjamin, dans son essai « L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique », développe l'idée que l'œuvre reproduite à l'infini et diffusée à grande échelle ne copie plus l'aura de l'œuvre originale. Cette perte d'âme est développée notamment par Andy Warhol dans ses séries de séries. Quant à nous, The Witness est un jeu totalement dématérialisé à l'achat, où toutes les copies du jeu sont exactement identiques et originales. On y écoute des enregistrements apocryphes, tous différents d'époque et de temps, tous ayant les mêmes voix, et tous ensemble essayant de dégager l'exception du monde malgré leur forme identique. The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental...
Nous sommes donc alors directement interrogés quant à notre réception de ces extraits, et donc quant à notre rapport au jeu et ce que nous y apportons, c'est-à-dire quant à notre place sur l'île en tant que joueur et en tant qu'explorateur prisonnier qui n'est pas le premier. Lorsque les joueurs arrivent sur l'île, c'est un endroit manifestement abandonné, mais prévu pour sa présence. Pour se déployer, cette île nécessite le joueur qui pousse ses portes, bouge ses éléments et découvre ses secrets. Mais d'un autre côté, en faisant cela, on trouble sa tranquillité, son silence, son immobilité. Le joueur doit s'intégrer à l'île, comprendre ses règles et son histoire. Nous sommes un avatar contingent, presque invisible, peut-être imprévu, qui doit trouver sa place dans ce petit univers pour exister, car l'île ne nous dira rien d'elle-même. Mais dans tout cela, quel est le but du jeu? Est-ce de s'échapper de l'île? Les comparaisons carcérales sont évidentes. Nous ne pouvons pas physiquement quitter cette île, et outre le prisonnier évadé de l'invention de Morel qui arrive sur une île similaire, isolée du monde et inaccessible, le bunker tunnel du début ressemble au vaisseau de 2001 l'Odyssée de l'espace, les zones de l'île sont fermées par des grilles ou par des murailles médiévales, on passe une partie du jeu dans une cage, les restes mi-architecture, mi-habitat peuvent rappeler Dédale et son labyrinthe peuplé du Minotaure, et je préfère même pas mentionner la caverne de Platon. Mais j'espère alors que le joueur incarne un Thésée romanesque, explorateur et philosophe, qui, bloqué sur cette île enchanteresse, essaye d'en comprendre la mécanique pour en sortir, comme ceux qui ont tenté de le faire avant lui et sont désormais pétrifiés comme par un châtiment divin. Si nous ne pouvons faire quitter cette île à notre corps, nous pouvons, guidés par les enregistrements, tenter au moins d'en faire sortir notre esprit. Dans un FPS classique, on rencontre deux niveaux de diégèse. Le jeu, Mimesis, où l'avatar suit notre volonté de joueur en appliquant les ordres qu'on lui donne, et qui peut avoir plusieurs formes dans un même jeu, et le spectacle où l'on regarde, c'est-à-dire les cinématiques non jouables, qui peuvent avoir la même forme que le reste du jeu. The Witness semble se séparer en ces deux catégories tout en les subvertissant. La réflexion sur puzzle et la contemplation de l'univers, où il n'y a rien à faire comme dans une cinématique, mais où nous avons tout de même le pouvoir de nous déplacer et de la faire durer tant qu'on le souhaite. Lorsque l'on en a assez de courir d'un panneau à l'autre, on se promène. Et puis on se rend compte que l'on voit des ronds et des chemins partout. Et puis on se rend compte que la balade fait partie du jeu. Cela dit, malgré tout cela et après une série d'épreuves ardues qui mettent encore à mal ce que le jeu nous a appris, on arrive enfin à la fin du jeu. Mais si l'on finit le jeu, alors celui-ci nous punit de manière cruelle. En effet, après nous avoir fait monter puis redescendre toute la montagne, il nous ramène à notre point de départ plusieurs heures auparavant, en nous emprisonnant dans une cinématique qui nous dépouille de notre pouvoir primaire de joueur, c'est-à-dire l'action de manipuler notre avatar à notre guise, et sous nos yeux efface tout ce que l'on a fait, nous obligeant ainsi, tel un Sisyphe vidéoludique, à recommencer encore et encore la même action qui se dépouille alors du peu de sens qu'elle avait. Le but du jeu n'est plus alors l'atteinte du dénouement du scénario qui s'accompagnerait d'un sentiment d'achèvement. Ce n'est même pas une liste d'items à collectionner, car il n'y a pas la liste des puzzles résolus et un quelconque décompte avant la fin. Ce n'est même pas un feedback musical et étoilé, à part un petit bruit discret lors d'une résolution. Tout cela prend alors la forme d'une véritable crise de sens. On a essayé d'oublier que l'on cherchait le sens du jeu en y jouant aveuglément, en résolvant les puzzles comme on le suggérait, mais on n'a fait que perdre son temps sans avancer, comme l'homme moderne le fait avec son existence. C'est le moment de faire une pause, hein. C'est le moment de faire une pause Nietzsche. Selon Nietzsche, les religions dites primitives croyaient à l'immanence de la nature. Le sacré était tangible et partie intégrante de la vie et de la société. Puis sont venues les religions monothéistes qui ont opposé à cette immanence la transcendance du divin et l'accès au paradis au-delà de la vie. Lors de la remise en question de ces dogmes par la science moderne, Nietzsche annonce que Dieu est mort, dans le sens où l'homme moderne s'est complètement détaché de ce sacré religieux. Il prédit même que le sacré, cette quête de sens, va complètement s'éteindre. Ce sera l'heure du dernier homme, celui qui se noie dans le confort et le divertissement pour oublier l'absence de sacré et de sens à sa vie.
Life would be stunted and narrow if we could feel no significance in the world around us beyond that which can be weighed and measured with the tools of the physicist, or described by the metrical symbols of the mathematician. Pour faire face à cette crise de sens, il nous faut devenir, ou du moins tendre, vers le surhomme, qui cherche à s'élever, savoir, avancer et qui peut ainsi guider les autres en se rendant compte que nos idées et valeurs ne sont pas présentes dans un Dieu, mais en nous-mêmes, et que nous sommes alors un Dieu nous-mêmes. Et puis d'autre part, il y a un but du jeu. C'est même Jonathan Blow qui le dit. L'objectif de The Witness est de reconstruire le sentiment d'épiphanie avec une grande attention. Nous créons une version simplifiée du monde réel, comme le font tous les jeux. Nous essayons de faire celui-ci très clair et simple pour créer de grandes propositions dans cette réalisation. Plus le puzzle est clair et simple, plus beau et fort le sentiment d'épiphanie pourra être. Et plus ce puzzle est lié à quelque chose de réel et de particulier, et moins c'est à propos d'une difficulté arbitraire, et plus cette épiphanie sera significative. Parce que c'est lié à quelque chose, pas seulement à une suite de mouvements arbitraires, mais je vois des lumières et des ombres faire un chemin que je n'avais pas vu avant. Je n'avais pas vu parce que c'était trop simple. Il est facile de faire un jeu de puzzle difficile, il suffit de mettre plein d'éléments. Mais le faire arbitrairement baisse l'intérêt du jeu. La distraction amène la difficulté à lire le jeu, alors qu'une simplicité apparente, une épuration sensitive et mécanique permet seule la subtilité. La difficulté de la règle d'un puzzle n'en est pas une. C'est nous qui ne voyons pas sa simplicité. Et la difficulté d'un panneau n'est pas non plus une finalité pour décourager le joueur. Car face à l'impossibilité de résoudre une énigme, il y a toujours, dans The Witness, la solution de quitter le panneau et d'aller se promener, de voir un peu plus loin ce qu'il y a comme paysage. Comme cela, au lieu de regarder au-delà du monde, on peut commencer par regarder le monde, puisque c'est tout ce que l'on a. Tout cela est bien beau, mais qu'a donc bien à voir notre ami Nietzsche avec Jonathan ? Eh bien, tout le défi dans The Witness est, pour moi, de comprendre que l'on est joueur, que le but est de jouer, mais de jouer de manière absolument consciente. Et c'est même une nécessité, puisque le jeu n'a pas de fin. Dans The Witness, si l'on pense avoir gagné, alors on a perdu et l'on repart de zéro. On est alors passé totalement à côté de ce qu'il a essayé de nous enseigner, la curiosité, la patience, la sensibilité au quotidien. D'ailleurs, la fin n'était pas étonnamment trop facile. Le jeu nous balade dans cette île dont nous ne pouvons sortir pour nous soumettre des énigmes difficiles et qui n'ont pas de sens intrinsèque, tout en guidant vers la contemplation du monde et de soi-même par des citations éclairées. I do not know how to name you because I do not know what you are. Should anyone tell me that you are named by this or that name, by the fact that one gives a name, I know that it is not your name. Et ça, c'est exactement ce que font certaines écoles philosophiques, comme par exemple l'école zen Rinzai, dont le programme décrit par Nicolas Bouvier se décompose en méditation sur des devinettes absurdes, comme qu'est-ce qui te retient ou quelle est la nature du Bouddha, et en travaux physiques éprouvants, comme couper du bois toute la journée et faire les tâches ménagères du monastère. Ce régime vise à faire atteindre aux apprentis l'état d'éveil. Il existe des instants éblouissants et trop brefs où nous cessons de percevoir les choses comme isolées, solitaires, autonomes, disjointes, orphelines, et où les harmoniques qui régissent leur ordonnance nous parviennent dans un déferlement éperdu, heureux. Chacun de nous a connu et connaîtra encore des moments de présence plénière que nous nommons illumination. Au bout de quelque temps de ce régime éreintant pour l'esprit et le corps, ponctué des brimades et moqueries du maître, le novice finit par craquer. Et le maître demande alors « Qu'est-ce qui te retient ?» Et l'élève est illuminé parce que rien ne le retient. Alors attention, Jonathan Blow nous met cependant en garde. Des hommes ont été pétrifiés pour avoir tenté de percer ce mystère. Et Albert Einstein, qui n'était pas la moitié d'un idiot, nous dit que The human mind, no matter how highly trained, cannot grasp the universe. Après s'être détaché des préoccupations matérielles, une fois que l'on a cessé de chercher, nous n'avons plus qu'à être ce que nous sommes pour contempler le monde avec une profonde humilité. Ce n'est plus le temps de l'esprit et de la réflexion, mais de l'âme et de son sentiment. Et c'est alors que l'on peut faire l'expérience de cette illumination, de ce divin, de ce mystérieux. Autant de domaines dont l'évocation se nomme art.
Il existe des domaines d'une nature différente où, sans que l'esprit soit absent, entre en jeu l'âme. Ce sont les domaines qui échappent à la compétence du seul raisonnement, qui sollicitent de tout notre être toute sa capacité à ressentir, à éprouver, à s'émouvoir, à raisonner, à complexifier notre imagination, à être en symbiose avec d'autres entités vivantes et avec la transcendance. Ces domaines sont ceux qui apostrophent notre destin en l'obligeant à donner sens aux instants vécus, à relever le défi de la souffrance et de la mort. Ces sphères sont celles où règne la beauté, l'amour et toutes les formes de création artistique. Dès le premier labyrinthe, on est confronté à un système complètement nouveau, et percer son mystère, comprendre sa règle, ce n'est que la première épiphanie de The Witness. Car plus l'on progresse, plus l'on ressent que tout est finalement ciselé. Cette évidence dans le jeu n'est pas due à une surenchère d'arguments et de symboles, contrairement à ce que je suis en train de faire, mais au contraire à une subtilité inhérente à ce monde, qui peut se laisser comprendre par quiconque est prêt à y être réellement et totalement sensible. S'ils sont les petits dieux de ce monde imaginaire, Jonathan Blow et son équipe n'y conçoivent les épiphanies que dans l'idée qu'elles enrichissent notre propre rapport au monde, au vrai celui-ci. Et l'une des plus belles de ces épiphanies est de saisir cette idée-là. C'est ainsi que l'on peut devenir le témoin véritable de cette émotion. Et c'est la poésie de l'art qui exprime le divin sous la forme de la rencontre parfaite entre l'émotion et la forme sensible. Car d'après le cinéaste russe Andrei Tarkovsky, le but de tout art, s'il n'est pas consommé comme une marchandise, est de donner un éclairage, pour soi-même et pour les autres, sur le sens de l'existence, d'expliquer aux hommes la raison de leur présence sur cette planète, ou sinon d'expliquer, du moins de poser la question. L'une des fonctions indéniables de l'art trouve son origine dans l'idée de la connaissance, où l'impression reçue se manifeste comme un bouleversement, une catharsis, une illumination ou une épiphanie. Le jeu peut alors commencer.